Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser, comme il est indiqué ici, à la détente brutale d'un gaz et essayer de voir l'évolution. Donc on a un système qui est ici, donc on a un gaz à une certaine pression, une température et un volume qu'on va indexer par des indices 1. Et puis il y a une cale qui bloque le système. Et à l'instant initial, eh bien, on libère la cale. Et à l'état, donc le gaz, forcément le dispositif, on suppose que la pression intérieure P1 est plus élevée que la pression extérieure P0, qui elle est uniforme et constante. Et donc vu que la pression intérieure est plus élevée que la pression extérieure, ben, le gaz va repousser le piston et on va se retrouver avec une situation de ce type-là où le gaz va occuper un plus grand volume et ses caractéristiques, pression, température et volume auront changé jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel état d'équilibre. Donc on peut préciser, donc le gaz est supposé parfait, un coefficient gamma, le rapport de la capacité thermique à pression constante par rapport à celle à volume constant, et l'ensemble est calorifugé. Donc on suppose que l'ensemble du dispositif, on peut faire comme ceci pour bien le montrer, est calorifugé. Donc il n'y a pas d'échange d'énergie thermique avec l'extérieur, et pareil ici. On suppose que la pression extérieure vaut P0. Et on note le rapport, disons, entre la pression extérieure et la pression intérieure. On note X et on précise que P1 est plus grand que P0, autrement que X est plus petit que. Voilà. Et donc ce qu'on cherche, la question qui est posée, elle est indiquée ici, c'est déterminer l'état final. Donc l'état final, en fait, ça veut dire déterminer quelle est la pression P2, quelle est la température T2 et quel est le volume V2. Alors, il y a déjà une réponse qui est immédiate, c'est parce que vu que on suppose le système va atteindre un équilibre mécanique avec l'extérieur, justement on libère le système et le système évolue jusqu'à ce qu'il y ait égalité des pressions. Si on néglige, disons, le poids du piston par rapport à la masse, pardon, on néglige le poids de cette membrane par rapport à la force de pression. Et donc, en fait, on pourra supposer qu'il y a égalité des pressions à la fin, donc en fait que P2, ce n'est rien d'autre que P0. Reste bien sûr à déterminer T2 et V2, qui pour l'instant sont inconnus. Alors, avant de résoudre l'exercice, il y a déjà deux choses qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faudrait pas faire, mais parmi les nombreuses choses qu'il ne faudrait pas faire, il y a deux choses auxquelles on pourrait penser et qui ne fonctionnent pas ici. Alors là, c'est toujours bien de se poser ce genre de questions pour ne pas refaire l'erreur après. Donc, une première chose qu'on ne peut pas faire, c'est la loi de Laplace. Alors pourquoi ne peut-on pas faire la loi de Laplace? Bien, pour une raison assez simple qui est indiquée ici, c'est que la transformation est brutale. On comprend bien que la pression étant supérieure à la pression P0, lorsqu'on lâche la contrainte, violemment, le système est repoussé. Et en tout cas, on rappelle que pour une loi de Laplace, le gaz parfait, ça c'est bon. Le dispositif, donc la transformation qui est adiabatique, ça c'est aussi correct parce qu'on suppose que les parois sont calorifugées du temps d'expérience, mais en revanche, il faut une transformation qui est réversible, alors, disons, on va dire quasi statique, suffisamment lente, une suite de quasi-états d'équilibre, ce qui est bien sûr non vérifié ici. Donc cette condition n'est pas vérifiée, donc vous ne pouvez pas appliquer la loi de Laplace, bien sûr, qui aurait fait une résolution extrêmement rapide avec PV gamma égale constante, mais ça ne s'applique pas. Bon, ça, je pense que c'est assez naturel et peu de personnes seraient tombées dans le piège. Alors, il y a une chose un peu plus subtile, c'est quand on voit l'énoncé, on voit qu'il y a une pression extérieure qui est P0, et il semblerait que la transformation n'est bien sûr pas isobare, parce qu'il y a une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, mais on a envie de se dire, bien, on a une pression extérieure qui vaut P0, donc on peut être tenté de dire qu'on a une transformation qui est monobare. Donc, et si on a une transformation qui est monobare, dans ce cas-là, on peut être tenté par ça. On peut être tenté une reformulation du premier principe bien connu, qui est de dire que ΔH, la variation d'enthalpie lors de l'évolution, est égale au transfert thermique à pression fixée. C'est ceci. Alors ça ne fonctionne pas non plus. Alors là, c'est un peu plus subtil, parce que pour appliquer ce résultat-là, il faut être comme ceci. Si ça, c'est l'état initial, donc avec un certain P1, V1, T1, et symboliquement, quand on va vers un certain état P2, V2, T2, ça c'est l'état final, et qu'on suppose que P extérieur égale P0, donc on a l'impression que c'est ça, parce que pour obtenir ce résultat-là, bon, au-delà du fait qu'on néglige
le delta EC, le delta EP par rapport au delta H, mais ça en général, ce n'est pas un souci ici. On semble être dans cette condition-là d'application, mais il y a une subtilité pour appliquer ceci que je vais écrire en bleu. C'est que pour appliquer ce résultat-là, il faut partir d'un état d'équilibre. Il faut que 1 soit un état d'équilibre. Ça, il faut que ce soit un état d'équilibre. Et il faut aussi qu'ici, on ait un état d'équilibre avec l'extérieur. En particulier, quand vous démontrez ce résultat-là à partir du premier principe de la thermodynamique, eh bien, il faut l'hypothèse suivante. Il faut que P1 soit égal à P0 et il faut que P2 soit égal à P0. C'est les conditions. Donc, il faut partir de la pression P0. Ensuite, la pression du système peut évoluer, mais à la fin, donc au début, il faut que le système soit à la pression extérieure. Après, le système fait ce qu'il veut. Et au début comme à la fin, la pression doit à nouveau être égale à P0. Et ça, ce n'est pas le cas ici. Et le problème, c'est que ici, vous voyez, cette condition-là, elle est non vérifiée. Parce que initialement, non vérifiée, pardon. Cette condition n'est pas vérifiée parce que P1 est différent de P0, car a priori, on suppose que X est différent de 1. C'est un cas possible, enfin, c'est un cas trivial possible. Voilà, donc ça c'est plus subtil, d'accord, mais on ne pouvait pas supposer, on ne pouvait pas faire delta H égale QP parce qu'on n'avait pas la condition que la pression initiale était égale à la pression extérieure. Voilà. Donc voilà, alors maintenant que ceci est réfuté, alors quand on a un exercice de thermodynamique, bon, l'équilibre mécanique a déjà été exploité, il est ici, l'équilibre mécanique. Une fois que l'équilibre mécanique a été exploité, et si on n'a pas trop d'autres idées, donc parfois il y a des choses plus simples comme ici qui peuvent apparaître, mais si ce n'est pas le cas, bien, il faut revenir au premier principe de la thermodynamique. Si vous n'avez pas une transformation qui est forcément isotherme ou une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, vous n'avez pas une formule toute faite, bien, la seule solution c'est de revenir au premier principe de la thermodynamique. Donc c'est ce que je vais faire maintenant pour résoudre ça. Et donc on va appliquer, donc on précise bien, quand vous faites la résolution, vous précisez bien quelle loi vous utilisez. Donc je précise bien ici que j'applique le premier principe de la thermodynamique. Je précise mon système au gaz, donc sur le gaz à l'intérieur de la boîte, d'accord, et entre l'état initial 1 et l'état final 2. Vous voyez, la loi, le système est de où à où. Et l'objectif, c'est de trouver ce résultat-là. Donc on n'a pas encore prouvé, mais enfin, ça me sert juste d'aide-mémoire. On va essayer de montrer que la température T2, elle est liée à la température T1 par ceci. Alors, on démarre sur le premier principe, et bien évidemment, de la thermodynamique. Donc on va écrire, on néglige bien sûr le delta EC, le delta EP, dans ce cas-là, j'insiste pas trop, et on part sur delta U égale W plus Q. Alors il y a un point assez évident, c'est que si on suppose la transformation adiabatique, bon, ici on a Q égale 0 parce qu'on suppose que c'est adiabatique, que les parois sont calorifugées. Voilà, donc ça c'est assez rapide. Maintenant, pour trouver une relation, d'accord, maintenant il nous reste essentiellement à essayer de trouver une relation. Je vous rappelle que on a déjà fait tomber une inconnue, on avait 3 inconnus, on a fait tomber une inconnue, il reste 2 inconnus. Là on va écrire une équation scalaire, ça nous donnera une première équation, et puis bien sûr il nous restera à la fin simplement à utiliser l'équation des gaz parfaits. Donc avec l'équation des gaz parfaits plus cette relation-là, on aura bien un système de 2 équations à 2 inconnues pour résoudre le problème. Bien, donc il nous reste maintenant à exprimer chacun des termes. On peut commencer par delta U, il n'y a pas d'ordre maintenant, mais on peut tout à fait commencer par le delta U. Donc si je commence par la variation d'énergie interne, alors le delta U, alors là, il n'y a pas à se fatiguer, on applique la première loi de Joule. Tout. Peu importe la transformation, on a un gaz parfait, et on sait que l'énergie interne est une fonction d'état, donc l'énergie interne ne dépend que de l'état final et de l'état initial, peu importe l'évolution, et on sait que pour un gaz parfait, c'est ce que dit la première loi de Joule, l'énergie interne molaire ne dépend que de la température. Donc maintenant, si je raisonne pour N mol, bon, il y a un certain nombre de moles dans la boîte, c'est juste N, CV molaire, delta T. Encore une fois, peu importe comment se fait la transformation, la variation d'énergie interne d'un gaz parfait, d'après la première loi de Joule, c'est simplement NCV molaire, delta T. Voilà. Avec bien sûr, donc c'est NCV molaire, et la variation de température, c'est la température finale qu'on cherche, moins la température initiale qu'on suppose connue. Il y a une dernière hypothèse, c'est qu'est-ce qu'on fait, dernier élément à préciser, qu'est-ce qu'on fait de la capacité thermique à volume constant. Alors ça s'obtient par
loi de Mayer, d'accord, qui vous dit que le Cp molaire, bon, je peux l'écrire encore une fois, hein, je peux décrire que le Cp molaire moins le Cv molaire pour un gaz parfait, c'est R, avec gamma qui vaut le Cp molaire sur le Cv molaire. Voilà, donc en combinant ça, on trouve assez facilement que pour un gaz parfait, le Cv molaire, il vaut R sur gamma moins 1, et on a le premier résultat. Donc voilà le premier résultat qu'on a ici, c'est le delta U, qui s'exprime très simplement, mais comme toujours, delta U, encore une fois, hein, l'énergie interne est une fonction d'état, elle ne peut dépendre que du point d'arrivée et du point de départ, et son calcul est forcément trivial dans le cas d'un gaz parfait. Maintenant, il faut nous attaquer à W. Donc W, on peut revenir un instant sur la transformation. Donc si je reviens un instant sur l'évolution, vous avez simplement un dispositif, et ce dispositif va s'étendre, disons, et sous une pression extérieure P0. Donc on applique la formule que W, c'est le travail des forces de pression. Il y a une formule toute faite qui est moins P extérieur delta V, et ici le P extérieur vaut P0. Bien sûr, on ne prend pas la pression du gaz parce que on n'est pas dans une suite d'états d'équilibre, d'accord, à chaque instant, à part à la fin, mais la pression du gaz n'est pas égale à la pression extérieure, donc vous ne pouvez pas remplacer P extérieur par P du gaz. Il faut bien laisser P extérieur. Mais là, c'est plus simple parce que de toute façon, P extérieur, c'est P0. Donc, on a ici, dit autrement, on écrit que ça fait moins P extérieur delta V. P extérieur vaut moins P0. Et delta V, ben, c'est V2 moins V1. Qu'on peut réécrire moins P0 V2 plus P0 V1. Donc, une fois qu'on arrive ici, on peut se dire qu'on a quand même un certain nombre d'inconnus, mais il y a une petite astuce qui est assez classique, c'est que bien sûr ici, on va par exemple essayer de trouver l'information sur la température. Bon, l'idée, bien sûr, ici, c'est d'utiliser la relation des gaz parfaits. Donc là, il faut penser gaz parfait. C'est toujours une petite astuce ici qu'il faut avoir en tête pour simplifier les expressions, mais l'idée essentielle est déjà faite. Alors on a vu tout à l'heure que, en fait, on avait vu tout à l'heure que P0 c'est P2, parce qu'à la fin le système sera à l'équilibre mécanique, vu que la contrainte a été relâchée. Et donc on peut remplacer par P2, V2. En revanche, P0, bon, si on remonte dans l'énoncé, on voit que P0 c'est XP1, avec le coefficient X, donc il faudra ce qu'il vaut, d'accord, c'est paramètre réglable, et donc ça fait XP1 V1. Et maintenant, on n'a plus qu'à appliquer, alors j'aurais dû l'appliquer ici, c'est plutôt ici que va servir la formule du gaz parfait, en toute rigueur. Donc c'est plutôt maintenant qu'on va se servir de la relation du gaz parfait, voilà. Et donc, ben, P2V2, ben, c'est moins nRT2, plus X nRT1. Et donc finalement, si je relie les termes, je peux déjà éliminer le NR, donc delta U sera égal à W, le NR va sauter évidemment, et de ceci, je déduis assez facilement que ça fait T2 moins T1 sur gamma moins 1 qui va être égal à moins T2 plus XT1. Ce qui est équivalent, donc je vais me risquer au calcul, mais je pense que ça devrait terminer, T2 moins T1 égale, donc je vais tout décrire, gamma moins 1 fois moins T2, et ensuite avec un moins ici, et plus x gamma moins 1 T1. On voit qu'il y a un, et donc ceci, ça fait, en fait, on va renverser le signe, 1 moins gamma T2, plus x gamma moins 1 T1. On voit qu'il y a un T2 qui va disparaître, d'accord? On a un T2 ici et là, donc on voit qu'on a, si on veut, on a un T2 ici et on a un T2 ici, donc qui vont sauter. Le moins gamma T2, on le passe de l'autre côté, et ensuite on fait passer le T1 de l'autre côté, et normalement, si tout va bien, on doit arriver à bien T2, donc c'est T2 qui passe là, on divise tout par gamma, parce que c'est gamma T2 normalement, et on renvoie le T1 ici, qui sera facteur de 1 plus x gamma moins 1. Voilà, et par rapport à ce qu'on a, je peux encadrer ceci, on vérifie que ça va. Voilà, et donc par rapport à ce que j'avais écrit au-dessus, c'est bien la même chose, d'accord. Voilà, une fois qu'on arrive là, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut voir déjà que c'est homogène parce que gamma x sont sans dimension, donc on a bien une température qui est une température, c'est déjà la première chose qu'on peut signaler. Ensuite, on peut vérifier un cas particulier, bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, un petit cas particulier. Pardon.
Donc là, cas particulier, c'est toujours ça qu'on peut faire, d'accord? C'est toujours intéressant de vérifier des cas particuliers. Bon, bah, si on prend x égale 0, ok. Donc, pardon, x égale 1, je ne sais pas, x égale 0, ça c'est pas possible, mais si je prends x égale 1, excusez-moi, donc si je prends le cas particulier x égale 1, eh bien j'obtiens que T2 ça fait T1 sur gamma, facteur de 1 plus gamma moins 1, et on retrouve T2 égale T1, d'accord? Ouais, on comprend l'idée, parce que si x égale 1, bah, dans ce cas-là, si x égale 1, bah, c'est-à-dire que P0 c'est P1, donc ça veut dire que quand vous enlevez la cale, et ben en fait la pression intérieure c'est la pression extérieure, et donc il ne se passe rien, et la température, il n'y a aucun échange d'énergie, et donc la température initiale reste la température, enfin la température finale est également la température initiale. Voilà, donc ce cas particulier, qui peut être traité x égale 1, qui redonne un résultat tout à fait logique, il ne se passe rien. Parce qu'on peut écrire ici aucune évolution. Voilà, bon l'exercice est plus ou moins fini. Ce qu'on peut simplement signaler, c'est qu'éventuellement, on peut... Alors non, il faut calculer V2, enfin V2 ne pose pas vraiment de problème parce que, je ne vais pas le faire, mais enfin pour calculer V2, donc pour trouver, je vais juste écrire bon, comment on ferait pour V2. Alors bon, en fait, il suffit de la formule des gaz parfaits. Vous écrivez d'une part que P2, V2, c'est nRT2, et que d'autre part, P1, V1, c'est nRT1. Et donc, si on préfère par exemple, on voit que P2, V2 sur P1, V1, eh bien c'est T2 sur T1. Voilà, donc vu que P2 est connu, hein, P2 c'est P0, donc P2 c'est P0, P1, V1 c'est des données, et T2, T1 on l'a trouvé, T2 sur T1 ça se trouve ici, donc bien sûr avec ça, je ne fais pas le calcul, enfin on peut trouver V2 égale, ok. C'est pas difficile, il n'y a pas de difficulté majeure. Voilà, l'exercice est terminé ici. Voilà, donc juste, encore une fois, quand on fait un exercice de thermodynamique, hein, il faut bien réfléchir à ce qu'est la transformation, donc quelles sont les hypothèses de transformation, est-ce que c'est isotherme, est-ce que c'est isobar, est-ce que c'est monobar. À partir de ces hypothèses-là, il y a un certain nombre de relations qui sont exploitables ou non. Après, et c'est souvent très pratique, mais si ce n'est pas le cas, on peut toujours revenir au premier principe de la thermodynamique. Et après, on applique pour l'enthalpie ou l'énergie interne, c'est en général trivial, d'accord? C'est simplement les lois de Joule, par exemple. Et ensuite, bon, ici, le travail, c'est le travail avec une pression extérieure constante, donc ça ne pose pas de problème majeur. Voilà. Mais bien faire attention à ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà, je vous remercie.